أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue pour cette sixième session de notre étude préliminaire du Nahj al-Balagha. Et avant de commencer, je vais vous faire une citation, je vais vous faire part d'une citation retirée de Voix de l'éloquence du sermon 156, rapporté donc de l'émir des croyants, l'imam Ali alayhi salam. C'est avec la foi que l'on recherche à être bien guidé vers les actes vertueux. Et c'est par les actes vertueux que l'on est bien guidé vers la foi. Donc il y a ce mécanisme, cette interaction entre la foi, ce sentiment spirituel et cette connexion spirituelle et métaphysique avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'être absolu et suprême. Et cette relation, elle nous amène vers les actes vertueux, vers la bonté. Et de l'autre côté, la bonté et les actes vertueux alimentent la foi et nous guident vers la foi. Grâce à la foi, le savoir est florissant et la mort est crainte grâce au savoir. Vous voyez ici encore l'utilisation des mots entre savoir et mort et savoir à nouveau. Donc le savoir est un chaînon très important dans notre vie et dans la mesure où nous voulons être guidés vers l'au-delà. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce soir Zainoul Hedanali qui va m'accompagner dans la discussion et qui va vous représenter, vous l'auditoire, pour la session de ce soir. Salam alaikum Zainoul, j'espère que tu vas bien. Wa alaykoum salam, ça va très bien, merci. Et j'espère qu'aujourd'hui, tu ne vas pas nous laisser sur notre faim, car on est encore en rodou, donc ça nous ferait encore plus souffrir. Très bien, Inch'Allah, les derniers moments vont bien se passer. Aujourd'hui, le cours sera détendu et cool et moins long, Inch'Allah, par rapport à hier. Très bien. Donc, on enchaîne. Alors, pour ce soir, ce qui est prévu, c'est que nous allons poursuivre cette question de l'authenticité du Nahj al-Balagha avec le tout dernier élément concernant les manuscrits et la transmission à travers les époques. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu l'introduction, Nahj al-Balagha, une œuvre littéraire et un texte éloquent, les traductions du Nahj al-Balagha, Al-Sharif al-Radhi, compilateur du Nahj al-Balagha, nous avons fait part d'éléments contextuels de son époque et des éléments biographiques le concernant. Nous avons parlé en près de 2 cours de l'authenticité du Nahj al-Balagha et on poursuit aujourd'hui avec la toute dernière partie et la préservation de ce chef-d'œuvre à travers les époques en abordant le sujet des manuscrits du Nahj al-Balagha. Alors, as-tu des questions à propos de ce sujet concernant le Nahj al-Balagha? Après avoir cité ce dernier rappel, c'est qu'on avait posé les questions dans un tableau chronologique. Donc, on a bien abordé la première question, est-ce que Al-Sharif al-Radhi est le compilateur? Et on a vu qu'il n'y a pas de doute, pas de problème à ce niveau-là, même s'il y avait quelques opinions très rares qui soupçonnaient son frère Al-Sharif al-Murtada d'être le compilateur, mais ces opinions isolées n'ont pas de valeur scientifique et ne sont pas prises en compte chez les savants. Ensuite, on a aussi parlé de la transmission entre l'époque de l'imam Ali alayhi salam et Al-Sharif al-Radhi et comment ces sermons, ces lettres, les maximes, les hadiths, les paroles se sont transmises à travers 360 ans, puisque le Nahj al-Balagha a été compilé en 400 de l'Hégire, soit 360 ans après le martyre de l'imam Ali alayhi salam. Et enfin, on a abordé la question du fait que est-ce que l'imam Ali alayhi salam est-il bien l'auteur du Nahj al-Balagha? Peut-on avoir de la confiance en attribuant ce chef-d'œuvre à l'imam Ali alayhi salam? Et on a apporté pas mal d'éléments hier. Et enfin, Alors, aujourd'hui,
Oui, Avant de passer au sujet d'aujourd'hui, donc on va peut-être pas revenir sur les trois questions qu'on a traitées hier, mais peut-être juste sur la question de est-ce que l'imam Ali est bien l'auteur des paroles qu'il a dans le Nahj al-Balagha. Peut-être tu pourrais un peu nous rappeler les principaux avis sur cette question, parce que bon, c'est une question quand même qui est très importante. Et puis bon, aujourd'hui, si on parle de est-ce que le recueil est altéré, il faut voir d'abord est-ce que l'imam est bien l'auteur. Donc, est-ce que tu pourrais nous refaire un point là-dessus pour que voilà, les choses soient claires? très bien. Alors, parmi les avis que l'on avait fait part hier, il y en a quatre et rapidement, on les cite. Donc, on a l'avis de Ibn Abil Hadid al-Mu'tazili, qui est le fameux auteur du commentaire de Sharh Nahj al-Balagha et qui lui dit le Nahj al-Balagha est intégralement authentique et il s'est basé sur la méthode de l'analyse grammaticale et stylistique et littéraire du texte. Ensuite, nous avons l'avis qui est tout à fait opposé et qui est pris par Al-Zahabi, qui nous dit que le Nahj al-Balagha est en grande partie apocryphe, c'est-à-dire que l'on ne peut prendre en considération et accepter les narrations du Nahj al-Balagha et on ne peut en faire confiance. Ensuite, nous avons le troisième avis. Ici, cet avis représente l'avis des chercheurs académiques dans les universités. Et ces chercheurs, pour le moment, concluent que le Nahj al-Balagha n'est pas intégralement contrefait, c'est-à-dire qu'il y a, soit d'un côté, par exemple, pour Amir Mouezi, qui dit qu'un noyau primitif est sûr qu'il nous vient de l'imam Ali alayhi salam et qu'il ne peut être forgé. D'autres chercheurs académiques nous disent qu'une grande partie du Nahj al-Balagha nous vient de l'imam Ali alayhi salam. Et enfin, nous avons l'opinion de la majorité des savants chiites actuels de la pensée usulite. Le Nahj al-Balagha est en grande partie authentique, même s'il faut des recherches profondes et de l'authentification si on rentre en profondeur et avec une précision scientifique concernant chaque parole de l'imam Ali alayhi salam et de les considérer comme un argument sans équivoque. Donc voilà un petit Super, peu concernant les rappels de ces avis. super, super. Et du coup, les arguments, ils sont bien dans les annexes du Nahj al-Balagha, c'est ça, hein, si on veut les arguments de chaque camp. Non, alors je n'ai pas fait part des arguments puisque les annexes ne sont pas ici des articles scientifiques. J'ai fait part des sources qui rapportent ces opinions. J'ai fait part des allusions au niveau des arguments, mais il n'y a pas un exposé détaillé au niveau des arguments parce que ces arguments en général sont réservés à ceux qui sont initiés. Et d'ailleurs, pour les comprendre, il faut avoir certaines bases dans le ilm usul al-fiqh, ilm al-hadith et ilm al-rijal. Donc, pour éviter que le lecteur se perde dans ces détails, on n'a fait que proposer une synthèse. D'accord, d'accord. Donc, alors, si on se remet un peu dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas d'imprimante à l'époque, il n'y avait pas d'édition de Flambeau, édition Bouki malheureusement. Sinon, Sharif al-Radi aurait probablement choisi l'une des deux éditions pour propager son Nahj al-Balagha. Donc, à l'époque, ce que les gens faisaient, si je ne me trompe pas, c'est qu'il il y avait quelqu'un qui écrivait un livre, et puis il y avait d'autres gens qui recopiaient ce livre pour que ce livre puisse se diffuser. Donc c'était vraiment, enfin, aujourd'hui on se dit on a de la chance, quoi. On a des imprimantes, il y a quelqu'un qui écrit un livre, et puis voilà, le savoir se diffuse comme ça de façon exponentielle, presque un peu comme le virus aujourd'hui. Donc on a vraiment beaucoup de chance aujourd'hui d'être au XXIe siècle. Sauf que Sharif al-Radi, eh bien, il n'a pas fait son travail au XXIe siècle. Donc, il y avait des copistes ce qui donnait donc des manuscrits. Donc, on avait le manuscrit source et puis on avait des copistes. Donc, une première question, c'est est-ce qu'on a accès à ce manuscrit source, le manuscrit de Sharif al-Radi? Est-ce qu'on peut toucher, est-ce qu'on peut voir à quoi ressemble l'écriture de Sharif al-Radi? Et puis, une deuxième question, donc les manuscrits copies, qui ne sont pas donc le manuscrit source, est-ce que, comment la transmission s'est faite? Est-ce que les copistes ne se sont pas trompés quand ils ont recopié? Est-ce qu'ils n'ont pas rajouté des choses? Est-ce que ça n'a pas été manipulé? Parce que bon, il y a beaucoup de temps entre l'époque de Sharif al-Radi et aujourd'hui. Donc, comment est-ce que cette transmission s'est-elle faite au travers des âges? Effectivement, donc il y a beaucoup
d'éléments à partager dans ta question qui était bien élaborée et bien détaillée. Mais étant donné que tu as parlé des éditions Bouquet au tout départ, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à nos participants, à ceux qui sont à Madagascar. Le livre est maintenant disponible, on l'a eu, il est entre nos mains et ceux qui sont donc à Madagascar peuvent se le procurer. Alors pour le moment, il est à Tananarive et le temps qu'on organise la distribution, ça prendra un petit peu de temps. Ceux qui veulent peuvent se le procurer directement à l'endroit précisé dans l'affiche avec le numéro. Cette affiche sera présente sur Facebook, sur les réseaux sociaux, donc vous pourrez trouver les coordonnées. Pour l'île de la Réunion, Inch'Allah, on fait le nécessaire pour que l'acheminement se fasse le plus rapidement possible malgré les aléas actuels. Alors, passons maintenant donc à l'exposé au niveau des manuscrits du Nahj al-Balagha et essayons d'apporter quelques éléments de réflexion, de réponse. Mais pour cela, nous avons besoin d'avoir quelques dates historiques, quelques détails au niveau de la chronologie. Vous vous souvenez, lorsqu'on avait parlé de Al-Sharif al-Rabi, on a parlé de son contexte, quand est-ce qu'il est né, dans quelle période il avait vécu. Et donc, on avait parlé des dynasties rapides, rapidement, Omeyyades, Abbassides, les territoires qu'ils occupaient, et ensuite l'arrivée des Al-Bouyés ou Al-Boé ou les Bouyides, qui eux avaient régné sur les territoires de l'Irak, une partie de la Perse, de l'Iran actuel et même de la Syrie actuelle, durant plus de 100 ans. Mais il faut noter qu'après l'époque des Bouyides, il y a eu le règne de la dynastie Seldjoukide. Donc, ce sont des personnes d'origine turque qui ont régné sur une très, très grande partie des territoires musulmans, tels que vous pouvez le voir sur la carte. Et leur capitale était à Isfahan, à Shiraz, donc au centre de l'Iran actuel. Et lorsque les Seldjoukides ont pris le pouvoir et qu'ils ont conquis quelque part, où ils se sont accaparés de l'Irak et de Bagdad, le vivre ensemble et le climat de respect et de paix et d'échanges culturels et scientifiques qui était de rigueur et qui était propagé à Bagdad, finalement prit fin à l'époque de l'arrivée des Seldjoukides en 440 à peu près, 450 même de l'Hégire. Les tensions entre les différents musulmans ont pris de l'ampleur et les chiites ont commencé à être persécutés à Bagdad et en Irak. Et c'est là qu'il y a eu énormément d'insécurité pour les chiites à Bagdad. Des bâtiments, des bibliothèques entières ont été brûlées, des livres, beaucoup de manuscrits et de compilations de hadiths ont été perdus à cette époque. D'ailleurs, Cheikh Toussi, qui est décédé en 460 de l'Hégire. Alors, dites-vous que Cheikh Toussi est l'élève de Cheikh Moufid, contemporain de Al-Sharif Rabi et Sayyid Murtada Alamul Huda. Cheikh Toussi a aussi été l'élève de Sayyid Murtada, le frère de Cheikh Rabi, le compilateur du Nahj al-Balagha. Cheikh Toussi était à Bagdad. Et lorsque les Seldjoukides se sont emparés de Bagdad et qu'il y a eu cette tension, ces violences, cette agression contre les chiites, il a été obligé de quitter Bagdad au pas levé rapidement, de nuit, et a essayé de prendre tout ce qu'il pouvait prendre pour rejoindre Najaf. Et c'est là qu'en 450 de l'Hégire, il va fonder le Hawza de Najaf. Et tout cela pour dire que, juste à cette époque, nous avons perdu énormément de livres et de ressources, surtout par rapport aux hadiths et aux livres des savants. Mais Nadjaf, c'était pas sous le règne des Seldjoukides aussi? Est-ce que là-bas, on pouvait être en paix c'est-à-dire que leur pouvoir était moins présent à Najaf. Et surtout que ce qui avait ravivé les tensions à Bagdad, c'était cette rivalité entre les différents courants de pensée sunnites. Il y a eu
même s'il y a eu une période d'accalmie, malheureusement, cette période d'accalmie n'a pas suffi pour installer un climat de respect et de vivre ensemble sur une longue période. Et je vous avais dit lors d'un des cours que cette période a été très, très propice pour la pensée chiite. Et la pensée chiite s'est vraiment développée à cette époque. Et donc, ce n'était pas au bon plaisir de certains courants sunnites. Et comme il y avait beaucoup de présence sunnite à Bagdad, c'est eux qui ont, on va dire, lancé les étincelles et ils ont tiré profit de l'arrivée des Seldjoukides pour expulser les chiites. Alors qu'à Najaf, il n'y avait pas ce climat de tension. Najaf était une terre vierge encore à l'époque concernant les différentes écoles de pensée musulmanes. Au niveau de la transmission, donc tu m'as demandé des éléments sur comment la transmission s'est opérée à travers les époques, malgré les aléas, les difficultés, les agressions, les flammes qui ont touché les bibliothèques et les livres. Et c'est là que lorsqu'on étudie la transmission du Nahj al-Balagha, on trouve qu'il y a eu deux méthodes de transmission qui sont quelque part juxtaposées. Elles sont ensemble, l'une suit l'autre. Et je commence par la première méthode qui est la transmission par la règle des ijazat. C'est quoi la règle des ijazat? Je te laisse lire et si ce n'est pas clair, je vais apporter quelques explications. Première méthode, la transmission par la règle des ijazat. À propos des garants de la transmission du Nahj al-Balagha à travers la méthode des ijazat, autorisation de transmission, il est de coutume chez les traditionnistes, spécialistes des sciences du hadith, de garantir la fiabilité et l'intégrité d'un hadith par la règle des ijazat. Celle-ci repose sur le principe d'écoute attentive du professeur, cheikh, qui lit le hadith, puis ce dernier s'assure de la bonne transmission à son disciple et lui accorde, en fonction de la maîtrise obtenue, l'aval d'une transmission à relayer à son tour. La continuité se met alors en place par cette règle de transmission, vérification, accord, qui compose un cycle perpétuel. Donc, par image, nous avons le professeur, donc admettons ici c'est Al-Sharif Al-Radi, qui lui a compilé le Nahj al-Balagha. Lui, il va lire le Nahj al-Balagha en présence de ses élèves et ses élèves vont recopier le Nahj al-Balagha mot à mot à travers la lecture du professeur. Une fois que cette copie a été réalisée, l'élève va comparer sa copie avec celle du professeur. Et souvent, le professeur aussi va regarder attentivement la copie de l'élève. Et une fois qu'il va trouver sa copie conforme, il va octroyer une forme d'attestation. Cette attestation, c'est une autorisation de transmission, c'est-à-dire que la copie a été bien réalisée, que l'élève qui a copié est digne de confiance et précis dans sa copie, et cet élève a le droit maintenant de retransmettre ce livre et de son côté, l'élève lui aussi, par cette même méthode, va ensuite vérifier les copies et octroyer une attestation, une ijaza, pour que son élève aussi, de son côté, puisse retransmettre. Et donc, oui. Est-ce qu'on sait à peu près dans une assemblée combien il peut y avoir d'élèves, un cheikh et combien d'élèves? Ça peut être une personne, ça peut être 4, 5, 10, 15. Donc, on va dire que c'est en fonction des situations. Je ne sais pas si tu te souviens du livre Maqtal de Cheikh Sadouk. Le livre Maqtal de Cheikh Sadouk, au départ, dans l'introduction, on a noté que Cheikh Sadouk avait dicté ce Maqtal le jour le 8e et le 9e jour, il me semble, juste avant Ashura, ou peut-être même le jour de Ashura, ces détails m'échappent, mais il avait dicté ce Maqtal en présence de ses élèves et ses élèves avaient copié le Maqtal. Et donc là, on parle de plusieurs élèves ou de copistes à l'époque. Après, le nombre peut diverger en fonction des situations. Si c'est une assemblée de classe, de cours, à ce moment-là, il peut y avoir plusieurs élèves. Des fois, il y a des cours privés, donc ce n'est qu'un seul élève. On avance. Au niveau des ijazat, on retrouve
des indications très, très intéressantes chez les bibliographes. Ils ont retrouvé trace des tout premières ijazat du Nahj al-Balagha. Donc, le premier ici, la première attestation d'autorisation de transmission, elle est octroyée à la nièce de Al-Sharif al-Radi, Sayyida al-Naqiyya, qui est la fille de Sayyid al-Sharif al-Murtada, de son oncle Al-Sharif al-Radi. Donc, la nièce de Al-Sharif al-Murtada avait copié directement de la copie de Sharif al-Radi et par l'attestation de Sharif al-Radi, cela a été authentifié. Ensuite, Abdurrahim al-Baghdadi, connu comme Ibn al-Ikhwa, rapporte: la fille d'Al-Murtada dit: mon oncle m'a lu le Nahj al-Balagha. Donc, lui qui est si témoin et même rapporteur, il me semble, témoigne que de qui il a pris le Nahj al-Balagha, c'est la nièce de Sharif al-Radi, et cette dernière a pris directement le Nahj al-Balagha de son oncle. Nous avons un second témoignage d'un ijaza. Abu Mansour al-Ukbari a lu le Nahj al-Balagha auprès de As-Sayyid al-Radi. Donc, vous voyez, directement, il y a une transmission. Et le rapporte de lui. Qutbuddin al-Rawandi, qui lui est un copiste et un exégète et un auteur d'un commentaire du Nahj al-Balagha, dit: Abu Nasr al-Ghari m'a rapporté d'Abu Mansour al-Ukbari, qui a rapporté de al-Radi. Donc, Qutbuddin a copié la copie du Nahj al-Balagha de Sharif al-Radi à travers deux intermédiaires, Abu Nasr et Abu Mansour al-Ukbari. Donc, vous voyez les éléments très, très intéressants que l'on peut retirer à partir de témoignages et des recherches des bibliographes. Le second point que je voulais vous faire part, c'est au niveau du nombre de manuscrits que l'on détient actuellement. Nous avons des chercheurs, dont Sayyid Abdul Aziz al-Tabatabai, et dans les prochaines slides diapositives, je vous montrerai sa photo. Il est décédé récemment et il a fait une recherche très, très intéressante au niveau des manuscrits du Nahj al-Balagha. Il est parti recenser, il a voyagé, il a contacté pratiquement toutes les bibliothèques du monde, celles qui archivent les manuscrits, et il a recensé tout ce qu'il a pu trouver comme élément au niveau des manuscrits du Nahj al-Balagha. Et un autre chercheur a recensé le nombre de manuscrits du Nahj al-Balagha, et on peut voir que c'est un nombre extraordinaire à travers les époques que l'on ne trouve pas forcément pour les autres livres. Vous voyez, au 5e siècle. Donc, le Nahj al-Balagha a été compilé en 400 de l'Hégire, qui est la fin du 4e siècle ou au tout début du 5e siècle. Puisque, on dira, par convention, le 5e siècle commence en 401 de l'Hégire. Et nous avons actuellement 4 manuscrits, et je vous en montrerai quelques images, du 5e siècle. Ensuite, nous avons 17 manuscrits, 33 manuscrits, etc. etc. Je ne vais pas vous lire tous ces données, mais vous voyez que le Nahj al-Balagha n'a pas fait son apparition tout d'un coup au 8e ou 10e ou 11e siècle. Nous avons tout au long de l'histoire des manuscrits qui sont transmis, et on voit qu'il y a eu une montée de vagues. Il y a 2 vagues ici concernant l'embellie des manuscrits. Une première vague 6e, 7e siècle. Et à cette époque, on trouve de très, très bons et très, très beaux manuscrits. D'ailleurs, le chercheur en manuscrit Qais Behjet al-Attar, de qui nous avons pris le texte arabe du Nahj al-Balagha, me disait que par rapport aux manuscrits du 5e siècle, les manuscrits de 6e, voire 7e siècle sont de très, très bonne qualité et qu'on arrive à beaucoup mieux les travailler au niveau du texte du Nahj al-Balagha. Et ensuite, on a une seconde embellie, une seconde vague d'embellie des manuscrits du Nahj al-Balagha au 11e, 12e siècle de l'Hégire. Donc, chaque fois qu'il y a eu, on va dire, un contexte politique et social favorable au chiisme, on a eu une très, très bonne transmission du Nahj al-Balagha. Attends, du coup, au 11e et 12e siècle, c'était quoi le contexte favorable? Le 11e et 12e siècle, c'est l'époque de Bihar al-Anwar, Sheikh Khouad al-Amili, Wasaïl al-Shia. Et on va dire, on a une collaboration très forte avec la dynastie safavide,
qui est aussi catégorisée comme une dynastie chiite. D'accord? Ils se sont convertis au chiisme et ils ont converti une bonne partie de l'Iran au chiisme. Donc là, on voit qu'au niveau politique, ça se passait très bien. Et au 7e et 8e siècle, c'est le départ de l'empire, de la dynastie safavide. Et on voit qu'avec Allama Hilli, Shahid Awwal, Shahid Thani, même si Shahid Awwal, Shahid Thani qui étaient à Damas, eux ont vécu de leur côté pas mal de difficultés, mais puisqu'ils étaient du côté de Liban et Damas, mais du côté de l'Irak, Najaf, Allama Hilli était à Najaf, qui était très proche de l'Iran, avec on va dire, l'installation de la dynastie safavide. Ils avaient un contexte favorable pour la propagation de la science. Donc, avec des savants comme Muhaqqiq Hilli, Allama Hilli, et le contexte favorable, on voit très bien cette embellie au 7e, 8e siècle. C'est bien, on refait un peu l'histoire du schisme en même temps, donc c'est vraiment très intéressant. Très bien. On continue avec quelques détails concernant la question que tu m'as posée. Avons-nous un témoignage sur le manuscrit mère, le manuscrit de Sharif al-Radi, et je te laisse prendre des éléments de ce texte par sa lecture. Alors, il a été retracé que le manuscrit rédigé par Sharif al-Radi se trouvait dans la bibliothèque de Bagdad jusqu'au 7e siècle après l'Hégire. Plusieurs érudits et chercheurs ont tiré profit de ce valeureux manuscrit pour leurs travaux sur le Nahj al-Balagha, comme Qutb-ud-Din al-Rawandi, que tu avais cité tout à l'heure, donc 573 après l'Hégire, Qutb-ud-Din al-Kayzhuri al-Bayhaqi, 6e siècle après l'Hégire, Ali ibn Nasir al-Sarqshi, 6e siècle après l'Hégire, Ibn Abi al-Hadid, donc c'est le commentateur du Nahj al-Balagha, très célèbre, 656 après l'Hégire, Ibn Maytham al-Bahrani, 636, 679, 699 après l'Hégire. Et on sait aussi qu'une copie du manuscrit mère se trouvait auprès de Sharif al-Murtada, donc le frère de Sharif Radi, 355-436 après Hégire, donc frère aîné de Sharif Radi. Donc, on voit que le manuscrit rédigé par la main de Sharif al-Radi était arrivé jusqu'aux mains de ces chercheurs qui ont copié, eux, ce manuscrit directement de ce manuscrit mère selon le témoignage et la recherche des bibliographes. Et de l'autre côté, nous avons une copie du manuscrit mère qui circulait à travers Sharif al-Murtada. Je te laisse continuer. Pourtant, en dépit des multiples disquisitions, le manuscrit mère reste aujourd'hui introuvable. Il est rapporté de Allama al-Amini, 1320-1390 après l'Hégire, qu'il aurait aperçu le manuscrit du Nahj al-Balagha, copié de la main de Sharif al-Murtada, circulé au marché des livres en Irak, mais qu'il aurait été acheté par un individu chargé de récolter les manuscrits pour des bibliothèques privées de l'Orient et de l'Occident. Et lorsqu'on lit cela, ça nous donne envie quelque part de pleurer. Vous savez, Allama al-Amini, c'est qui? C'est celui qui a écrit Al-Ghadir, Kitab al-Ghadir, en plusieurs volumes. Et ce livre est très connu. Et c'était un chercheur donc en manuscrit dans les différentes ressources bibliographiques du chiisme et de l'islam. Donc, c'est un connaisseur des manuscrits. Et donc, lui, il a eu un témoignage. On voit que ce n'est pas un témoignage sûr, puisqu'il utilise le conditionnel. Il aurait aperçu le manuscrit. Enfin, ce n'était pas lui. Il lui a été rapporté que le manuscrit circulait ou circulerait à cette époque à Bagdad. Mais voilà, ça nous laisse quand même pas mal de regrets que finalement, c'est fort possible que ce manuscrit nous a échappé et qu'aujourd'hui, on n'en a plus aucune trace. Peut-être qu'il dort chez quelqu'un, chez un collectionneur de manuscrits ou dans une bibliothèque et il n'a pas été recensé. On ne sait pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas supposer, comme c'était dans la bibliothèque de Bagdad, que comme la bibliothèque a brûlé, que le manuscrit a brûlé avec? Ben non, puisqu'on voit que le manuscrit est arrivé aux mains des chercheurs comme Qutb-ud-Din Rawandi, etc. On vient de lire en haut que ce manuscrit, finalement, a été préservé jusqu'au 7e siècle. D'accord, d'accord. Oui. Donc, Oui, c'est très malheureux. donc, après, il y a eu quelque chose, donc il est rentré en circulation quelque part, puisque là, jusqu'au 7e siècle, on voit qu'il était entre de bonnes mains, entre deux mains sûres. Vous voyez, ce sont les savants qui se transmettent ce manuscrit. Mais après le 7e siècle, 8e, 9e, après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et il y a eu quelque chose
sûrement. L'événement, on n'a pas de témoignage. Et voilà, de nos jours, ce que l'on sait, c'est que de nos jours, il n'est pas entre nos mains, il est pour le moment introuvable. Inch'Allah, Inch'Allah, prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse apparition et que l'on puisse retrouver ses traces. Je vous avais dit que j'allais vous montrer la photo du chercheur, c'est Abdulaziz At-Tabatabai. Je ramène des fois la photo de certains chercheurs parce que franchement, lorsque moi j'observe leurs travaux, on se sent tellement petit par rapport à leurs efforts et à tout ce qu'ils ont fait pour essayer de sauvegarder une information par-ci, un hadith par-là. Et ici, il s'agit de Nahj al-Balagha. Et ce chercheur, lui, il s'est démené pour recenser tous les manuscrits qui pouvaient être recensés dans le monde. C'est un livret de 150 voire 200 pages où il fait cette recension. Et là, ici, je vous rapporte rapidement, hein, on ne va pas lire tous ces détails, les manuscrits du 5e siècle. Par exemple, le manuscrit intégral de 165 feuillets à la bibliothèque de l'Ayatollah Mar'ashi Najafi à Poum. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette bibliothèque, Mar'ashi Najafi. Et donc, nous avons un manuscrit qui date de 469 de l'Hégire, selon un rapport, ou de 499 de l'Hégire, parce qu'au niveau de la date, il y a des accords entre les chercheurs, mais quoi qu'il arrive, c'est un manuscrit très ancien, datant du 5e siècle. Et ici, on connaît qui est le scribe, Abu Abdullah al-Hussein, ibn al-Hassan, ibn al-Hussein al-Mu'addab, et ensuite on a plusieurs détails, et ainsi de suite. Vous allez retrouver différents détails des manuscrits du 5e et 6e siècle dans les annexes. Ensuite, je pense que ça n'intéressait pas forcément les lecteurs de ramener 150 pages de recension de manuscrits. Ici, je vous expose une page de ce manuscrit de 165 feuillets. Il a été publié, et la publication numérique existe, je l'ai aussi en copie PDF, pour le 1000e anniversaire de la publication du Nahj al-Balagha par le fils de Ayatollah Mar'ashi Najafi. Et donc, voici une copie de la toute première page, c'est l'introduction et la préface du compilateur, où on trouve « Amma ba'd hamdillah alladhi ja'ala al-hamda thamanan lina'ma'ihi wa ma'adhan min bala'ihi ». Donc, vous voyez, c'est un manuscrit très clair. Même une personne non initiée dans la lecture des manuscrits peut le lire ici, bien entendu. Après, ça se corse. Mais voilà, le manuscrit est en bon état. De l'autre côté, on a un manuscrit de 494 de l'Hégire. Par contre, ici, les écritures, elles sont moyennes. Le scribe, on va dire ici, avait sa propre faculté au niveau de l'écriture. Celui-là, ce manuscrit aussi est bien conservé, il est beau. Il date du 6e siècle, 544 de l'Hégire. Et ces photos, en fait, ce sont les manuscrits qui ont été travaillés par le chercheur Qais Behjet al-Attar. Je vais terminer aussi par le récit et l'histoire d'un manuscrit. C'est le manuscrit 232 présent et qui existe, qui est archivé à la bibliothèque de Mar'ashi Najafi, Ayatollah Mar'ashi Najafi. Et c'est un manuscrit du XIIe siècle. Il ne faut pas faire l'erreur, selon Sayyid Abdulaziz At-Tabatabai, de penser que les manuscrits les plus anciens sont automatiquement meilleurs en termes de qualité scientifique que des manuscrits tardifs. Hein, ça pourrait paraître paradoxal. Mais le chercheur nous dit que nous avons un manuscrit du XIIe siècle qui vaut facilement les manuscrits du 5e siècle. Et cela par cette histoire. Donc, nous avons le Nahj al-Balagha qui a été compilé par Sharif al-Ri en 400 de l'Hégire et le manuscrit est arrivé aux mains de Fadlallah al-Rawandi en 511 de l'Hégire. Ce dernier a copié directement du manuscrit mère. Et ensuite, ce manuscrit, il a circulé et est arrivé à Ispahan. Donc là, on est au début du 8e siècle, le premier quart du 8e siècle, à l'époque de Allama Hilli. Et juste, Allama Hilli est décédé en 720 de l'Hégire. Donc c'est juste après le décès d'Allama Hilli. Et Ibn al-Balkou al-Awi a copié directement du manuscrit de Fadlallah al-Rawandi avec les notes et annotations et commentaires de ce dernier.
et le texte copié par ce dernier qui lui a repris le texte de Al-Sharif al-Rawi. Et ce dernier manuscrit, donc ce manuscrit est arrivé aux mains de Al-Yazdi en au premier tiers du XIIe siècle, et ce dernier a rédigé, a copié ce manuscrit et il est en très très bonne qualité. Et aujourd'hui, il est arrivé aux mains de la bibliothèque Mar'ashi Najafi. On n'oublie pas de saluer les efforts considérable et exceptionnel de Marhoum Ayatollah Mar'ashi Najafi, qui lui était une personne pauvre, qui n'avait pas les moyens, mais il voyait les Occidentaux coloniser l'Iran, l'Irak et dépouiller l'Iran et l'Irak de leurs précieux manuscrits, alors qu'il n'avait pas d'argent, il faisait le maximum d'efforts pour prendre des salat qara, des jeunes qara, de rattrapage pour les Marhoumines, et il recevait de l'argent par ce biais. Donc les journées, il jeûnait, il priait, et les soirs, il priait, et pendant qu'il jeûnait, les journées, il travaillait au niveau de la science, il étudiait, il enseignait, et il était à la recherche des manuscrits, et manuscrit par manuscrit, il a acheté et en a fait l'une des plus grandes bibliothèques des manuscrits des sciences islamiques au monde. Et donc, vous voyez que quand une personne, même si elle n'a pas les moyens, elle peut être pauvre en termes de moyens matériels, mais elle peut faire des choses grandioses. Et grâce à lui et son travail, aujourd'hui, on peut tirer profit quelque part du Nahj al-Balagha et avoir de la confiance en ce texte. Donc, vous voyez que nous avons beaucoup d'éléments de confiance. Peut-être que ces éléments étaient un peu techniques pour l'auditoire, mais je vous promets, maintenant c'est terminé. On va passer à un autre sujet à partir de demain, avec le contexte historique de l'époque de l'imam Ali alayhi salam et avant sa naissance jusqu'à son martyre. On va commencer à poser le contexte historico-politique pour mieux comprendre les paroles de l'imam alayhi salam dans Voix de l'éloquence et dans Nahj al-Balagha. Enfin, pour terminer, il y a une question qui pourrait être posée. Avons-nous des chercheurs qui étudient actuellement ces manuscrits et nous proposent des textes et des versions étudiées de ce manuscrit? Oui, on a répondu à cette question au tout départ lors de l'introduction, mais je ramène ce point puisque je dois reconnaître que ce chercheur a fait énormément d'efforts et nous avons pris de ce texte et je lui suis reconnaissant pour sa recherche et pour nous avoir donné l'autorisation de publier sa recherche et son texte du Nahj al-Balagha dans l'édition bilingue de Bouki. Et lui, il a étudié donc parmi plusieurs manuscrits mères, 6 manuscrits mères, et il étudie encore, il en a 20 à étudier, donc le travail ne finira pas. Voilà donc ce que je voulais vous faire part concernant les manuscrits du Nahj al-Balagha wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.